Bonjour à tous, bonjour Yves. Bonjour France. Et bienvenue à cette 11e édition de Studio Lacan, une émission qui, comme d'habitude, comportera 3 rubriques. Dans la première, Divan dans le monde, nous accueillerons Maître Valérie Piot et le député Erwan Balanant. Dans la seconde, l'écho de la culture, cet écho de la culture nous sera donné par Philippe Elbois. Et enfin, nous accueillerons notre collègue Jean-François Cotte dans Actualité de la psychanalyse. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis donc dans notre divan dans le monde qui est consacré à la question du harcèlement scolaire. Et c'est un sujet qui est très actuel. D'abord parce que nous avons eu des cas dernièrement dans les médias, parfois tragiques, et que les médias justement ont rangé sous cette qualification de harcèlement scolaire. Alors, nous avons tous en tête le procès Mila qui a eu lieu l'été dernier à Paris, mais on pense un petit peu plus récemment à l'adolescente Dina qui s'est suicidée le 5 octobre dernier et ses parents considèrent que la raison de ce suicide, c'est justement qu'elle avait été harcelée depuis de nombreux mois. Mais notre actualité, je dis que c'est un sujet actuel, cette actualité, c'est aussi la proposition de loi qui a été introduite par le député Erwan Balanant, qui sera notre invité aujourd'hui. Donc une proposition pour pénaliser le harcèlement scolaire. Adoptée à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi est en ce moment même examinée au Sénat. Alors pour la psychanalyse, je dirais que le harcèlement scolaire fait question. Il fait question en ce qu'il vient s'ajouter au harcèlement sexuel, le harcèlement moral, le harcèlement au travail. Et donc la question pour nous, psychanalystes, c'est plutôt de savoir donc comment nous allons interroger à partir de la psychanalyse justement ce nouveau signifiant de notre époque. Comment entendons-nous le fait, dirais-je, que nos contemporains aient de plus en plus besoin justement ou recours à ce signifiant. Donc nous passons sans attendre à notre première rubrique, un divan dans le monde, le harcèlement scolaire en question. Erwan Balanant, bonjour. Vous êtes député MoDem de la 8e circonscription du Finistère. Votre travail en circonscription vous retient aujourd'hui d'ailleurs, ce qui fait que vous êtes avec nous en duplex. Vous êtes aussi, je pense, commissaire aux lois. Et comme France l'a déjà évoqué, durant votre mandat parlementaire, vous travaillez beaucoup sur les questions de harcèlement, y compris d'outrage sexiste et de harcèlement de rue, je pense. Édouard Philippe, qui était alors Premier ministre, vous a, je crois, confié la mission de déposer un projet de loi contre le harcèlement scolaire. Projet de loi qui fait suite à des auditions parlementaires et l'établissement et le dépôt d'un rapport sur la question en 2020. Maître Valérie Piot, vous êtes avocate, spécialiste en droit de l'éducation, auteur du guide Piot, les droits des élèves et des parents d'élèves, qui est paru aux éditions L'Étudiant et qui constitue donc un guide de référence sur la question. Vous avez été auditionné au Parlement en vue de l'établissement du rapport sur le harcèlement scolaire dont nous avons parlé et vous y avez donc rencontré le député Balanant au moins à cette occasion. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan de venir débattre avec nous et de nous informer en quelque sorte sur ces questions qui défrayent régulièrement la chronique médiatique avec des affaires emblématiques dont France vient de parler. Je vous poserai peut-être à Erwan Balanant d'emblée une première question. Au fond, pourquoi vous est-il apparu qu'il y avait une nécessité d'un projet de loi spécifique au harcèlement scolaire? Est-ce que le cadre législatif actuel n'était pas suffisant? Alors, merci d'abord pour votre invitation. Et premier
Première précision, le texte que j'ai déposé, que nous sommes en train de travailler en ce moment à l'Assemblée et au Sénat, n'est pas un texte qui fait que pénaliser le harcèlement scolaire. C'est un texte complet avec un volet autour de la prévention et un volet autour de l'accompagnement des auteurs et des victimes du harcèlement scolaire. Mais il y a aussi effectivement un volet pénal. Alors, c'est une loi qui découle du rapport que j'avais produit à la demande d'Édouard Philippe. Dans ce rapport, il y a tout un tas de propositions qui sont des propositions d'ordre des politiques publiques et qui n'ont pas de lien direct avec la loi, mais on a constaté quand même qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui méritaient que l'on passe par un appareil législatif. Alors, et donc, on a fait ce texte. Ce texte, il est, je l'ai dit déjà, articulé autour de 3 grands axes. Un axe autour de la prévention qui va pérenniser ce droit à une scolarité sans harcèlement et sans violence à l'école, avec des obligations de moyens qui seront donnés aux établissements qui enseignent à nos enfants. Un volet autour de l'accompagnement pour que les adultes puissent mieux accompagner les enfants victimes de harcèlement et puissent aussi faire de la prévention. Et puis un volet qui est un volet pénal, puisque aujourd'hui il n'existait pas dans le code pénal de définition du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, quand il était condamné au niveau pénal, et je le dis dès maintenant, quand on arrive au pénal, c'est déjà un constat d'échec de notre société scolaire et de notre société dans son intégralité. Quand on arrive à une judiciarisation, c'est qu'il y a eu un échec, surtout en cas de harcèlement scolaire. Donc c'est vraiment pas la recherche absolue de pénalisation. Et donc, le code pénal, c'est le code de la définition des interdits dans notre société, et il me semblait important, et il nous semblait important dans cette majorité, de définir un interdit pour embarquer toutes les politiques publiques autour de cet interdit, et puis tout simplement aussi pour protéger un certain nombre de victimes, puisque quand il y a une condamnation, vous avez un statut de victime, et à partir du moment où vous avez un statut de victime, ça peut ouvrir un certain nombre de droits. Et voilà. Donc le volet pénal est un volet, c'est ce que Badinter appelle la fonction expressive du droit. C'est de la définition d'un interdit dans une société. Et puis après, on pourra peut-être y revenir. On a une justice pénale des mineurs qui a ses particularités et qui permet de prendre en compte la spécificité de la minorité, de la jeunesse, dans les éventuelles peines qui peuvent être prononcées. Alors du coup, moi j'aurais une question justement pour vous, maître, un petit peu dans le fil de la question d'Yves aux députés. Justement, vous n'avez pas tout à fait le même angle d'approche. Hein, vous pratiquez donc le droit d'une autre manière, si j'ose dire. Est-ce que vous étiez d'emblée favorable à l'inscription donc au code pénal de ce délit de harcèlement scolaire? Parce qu'après tout, on voit bien avec les affaires, ne serait-ce qu'avec l'affaire Mila, par exemple, qu'on a brièvement évoqué, on a pu aboutir à tout un tas de condamnations sans avoir recours donc effectivement à cet interdit-là. Je rappelle rapidement les faits. Par exemple, déjà en octobre 2020, il y a un premier harceleur, un homme de 23 ans qui a été condamné à 3 ans de prison, dont la moitié ferme pour avoir menacé l'adolescente de viol et de meurtre quand même dans 4 vidéos postées sur Internet. Et récemment, l'été dernier, sur les 13 prévenus, il y en a quand même 11 qui ont écopé de peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis, certes, peut-être que certains trouvent que ça ne sera pas... Mais quand même, ce sont des peines. Donc, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue à vous, vous qui pratiquez, donc, qui défendez les auteurs, les acteurs de ces drames de harcèlement. Oui, alors, moi, à mon cabinet, viennent me voir des familles pour lesquelles la façon dont le harcèlement a été géré, le harcèlement, il n'y a pas eu de solution apportée à l'école, à une situation, et donc, moi, je vois des cas de dysfonctionnement. Et c'est vrai que c'était intéressant lorsque j'ai été auditionnée par le député Balanant sur justement les recherches de solutions. Le but de cette loi, c'est de trouver des solutions à ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'à la fois, le fait de dire, voilà, c'est une priorité nationale, etc.,
etc. C'est bien, mais il y a la réalité pratique. Et c'est vrai que le but de cette loi, c'est ce que vous disiez, l'important c'est aussi de nommer des choses et d'être capable de dire qu'il y a des interdits et que ce soit clair pour des élèves, parce que notamment le harcèlement, alors c'est dès l'école primaire, moi ce que je vois aussi c'est que les enfants qui se font harceler de plus en plus tôt, et donc l'idée c'est de nommer les choses et qu'il y ait des interdits, et pas seulement dans la loi pénale. Moi ça me paraît très important. Il y a cet interdit qui est nommé dans le code de l'éducation, et c'est vrai que c'est notamment une proposition, enfin une loi, la loi Balanant, qui a permis d'introduire l'interdiction du harcèlement à l'école. Ce qui est assez révolutionnaire et ce qui paraît incroyable, c'est que ça date de 2019. Donc on a un code civil qui date de 1800, le code Napoléon, et le code de l'éducation qui est très récent date de 2000. Il a fallu attendre 2019 pour que ce code de l'éducation qui régit finalement la loi et les interdits et les droits et les obligations pour 12 millions d'élèves, il a fallu attendre 2019 pour qu'il soit dit qu'un élève doit aller à l'école sans être harcelé. Et le but du projet de loi du député Balanant à l'heure actuelle, c'est à l'heure actuelle, dans le code de l'éducation, c'est simplement une interdiction de harcèlement entre élèves. Donc c'est important aussi que finalement, quand on est élève, on ne doit pas être harcelé, mais par une personne quelle qu'elle soit, que ce soit par un professeur, par une dame de cantine, par un autre élève. Donc il y a cet aspect, en fait, le fait d'avoir un interdit et des mots clairement posés dans le code de l'éducation, ça c'est pour moi très important, et ça permet d'avoir une réaction beaucoup plus rapide au niveau de l'école. Donc en fait, c'est l'aspect qu'est-ce qui va se passer à l'école quand un enfant dit à ses parents voilà je suis harcelé, ce qui est déjà la parole et c'est déjà très difficile, et qu'il y ait une réponse rapide. Donc ça permet d'instaurer un temps qui était peut-être un peu court-circuité de l'école. Voilà, donc ça c'est l'aspect droit de l'éducation à l'école. Qu'est-ce que va faire le chef d'établissement, et le fait qu'il y a un texte qui dise voilà, on ne doit pas harceler à l'école, ce qui a été introduit dans le code de l'éducation. Et donc le but c'est de rendre cette interdiction finalement ce droit à la sécurité d'aller à l'école sans être harcelé, de l'étendre, que ça s'applique aux écoles privées, que ça s'applique aux universités. Voilà. Après il y a l'aspect pénal, et ce que disait à juste titre le député Balanant, le pénal c'est quand ça n'a pas fonctionné. Moi, quand une famille vient me voir et que l'enfant est harcelé, je dis d'abord on va voir au sein de l'école. Quand ça fonctionne pas au sein de l'école ou qu'il y a des faits très graves, je dis on porte plainte. Et au jour d'aujourd'hui, l'infraction de harcèlement, effectivement, c'est dans une infraction générique de harcèlement moral qui aussi est assez récente puisqu'elle date de 2014 dans le code pénal. Et c'est vrai qu'à la base, cette infraction a été mise en place pour le droit du travail. Et c'est vrai qu'il y a quand même des spécificités bien évidemment liées au fait que ça se passe à l'école. Et donc l'idée de cette infraction spécifique, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une infraction spécifique de harcèlement scolaire, c'est qu'on ait une interdiction très claire, et je pense qu'il y a une vertu pédagogique, il y a quand même la peur du gendarme, et le fait de dire à un élève, voilà, même si tu as 8 ans avec ton téléphone, quand tu filmes à l'insu quelqu'un, que tu envoies des images ou les groupes WhatsApp de classe, etc., que c'est du harcèlement et que c'est grave. Et le fait qu'à l'heure actuelle, quand on lit, alors effectivement, il y a un texte qui existe, mais il est des fois plus difficilement applicable, et c'est pas forcément, voilà, pour moi, ça clarifiera et ça permettra d'avoir plus facilement des poursuites s'il y a besoin dans les cas graves et en cas de dysfonctionnement. Alors, vous avez déjà en partie donné quelques éléments de réponse à ma question, mais je voulais vous poser à tous les deux, au fond, ce que vous diriez à ceux qui pourraient vous rétorquer que cela, le dépôt d'une loi ne ferait que participer à la judiciarisation effrénée de la vie et des rapports humains, et ici particulièrement dans le champ entre jeunes ou même dans la prime enfance, puisque c'est les premiers concernés par ce projet de loi. Oui, je commence, ou Maître Piot qui commence. Allez-y. Mais alors, cette idée toujours de dire on ne va pas créer un texte parce que ça va judiciariser des choses, je trouve cette idée toujours un peu saugrenue de la part de certaines personnes qui proposent ce genre d'idées, parce que dans ces cas-là,
je vais être assez provocateur volontairement. Il fallait pas criminaliser le viol il y a quelques années. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. Le droit et le droit pénal est un droit qui est un droit de la définition des interdits et qui est aussi un droit de la protection des individus. C'est-à-dire qu'on protège les individus par rapport à des possibilités de méfaits qui peuvent arriver dans une société. Et il faut donc qu'ils arrivent, il faut donc qu'ils existent. On le sait qu'ils arrivent, pardon, et il faut donc qu'ils existent et il faut donc qu'il y ait une protection. Pourquoi un autre élément qui m'a fait proposer d'avoir une qualification autonome, c'est qu'aujourd'hui, vous aviez un défaut de protection et on a avancé sur le droit, dans le droit du travail et la pénalisation du harcèlement moral au travail faisait que, en réalité, quand vous étiez un jeune salarié de 17 ans, ça peut arriver, vous étiez plus protégé que un jeune lycéen de 17 ans dans le cadre de l'école. Et quelque part, il y a un message de la société qui n'est pas bon du tout. Le code pénal, c'est le code de la société, quelque part. Mais quand vous parlez, par exemple, excusez-moi de vous couper juste un instant, mais quand vous parlez justement de messages envoyés à la société, je pense que ce que tu avais en tête, c'est plutôt que l'idée qu'effectivement, une loi peut être perçue comme un message envoyé à la société, comme que justement, c'est un délit et que ça va se régler dans les tribunaux. Or, à vous écouter, c'est ça, je me dis, toute la communication que vous faites autour de cette loi, c'est intéressant parce que justement, c'est ce que vous faites entendre, c'est que non, ça n'est pas ce message-là que vous voulez envoyer. Enfin, Maître Piot. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la loi, c'est une protection contre l'arbitraire et le fait de nommer les choses et dans un code pénal de dire voilà, on peut faire ou on ne doit pas faire, c'est simplement édicter des règles, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va forcément aller devant les tribunaux. C'est le principe de tous les codes et le code pénal comme un autre, c'est pas judiciariser. Parce que moi, on me pose toujours la question, oui, mais alors le fait de défendre les élèves, est-ce que vous judiciarisez l'école? Je dis non. Simplement, la loi, c'est une protection contre l'arbitraire. C'est comme... et c'est vrai que les élèves sont quand même, par rapport à un professeur, dans une situation voilà. Pareil, comme pour les salariés par rapport aux employeurs. Et donc, c'est normal qu'il y ait un cadre. Et voilà. Et donc, le fait d'avoir un cadre, ça ne veut pas dire qu'on judiciarise. Après, toute la question, c'est comment ça sera la mise en pratique. Oui, mais en soi, faire une infraction autonome d'harcèlement, simplement, on édicte une règle avec des interdits, mais c'est pas judiciarisé. Si je comprends bien, en fait, votre idée, c'est aussi que l'école soit responsabilisée et que donc elle agisse en amont, justement, du fait de cette nomination, qu'elle agisse, voilà, et qu'elle s'empare de là où elle avait tendance à... Exactement, qu'on puisse pas dire, non, c'est juste une petite dispute entre élèves, enfants, voilà. Et c'est pareil, le cyberharcèlement, encore trop souvent, j'ai des familles qui viennent me voir et on leur dit, non, comme c'est du cyber, ça se passe pas à l'école. Donc l'idée, là, c'est s'il y a une infraction spécifique de harcèlement scolaire, on peut pas dire aux familles, non, ça nous concerne pas, c'est des petites disputes entre élèves. Voilà. Alors écoutez, nous allons, conformément à notre programme, marquer une petite pause dans cet échange sur cette question donc, du harcèlement scolaire avec l'écho de la culture et la chronique de Philippe Elbois. Bonjour Philippe Elbois, vous êtes psychanalyste à Bruxelles et vous commencez à être un habitué de Studio Lacan. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Balzac et de l'adaptation cinématographique faite par Xavier Giannoli des Illusions perdues. Oui, nous avons assisté l'automne dernier à une apparition miraculeuse, celle d'un grand film tiré d'un encore plus grand livre, Les Illusions perdues de Balzac, adapté au cinéma, comme vous venez de le dire, par Xavier Giannoli. L'effet en est, j'ai trouvé, réjouissant, parce que le film excite l'envie de lire ou de relire le livre, comme nous voudrions après tout que notre studio Lacan donne envie de lire le texte de Lacan. Giannoli a admirablement reçu, je dirais même éprouvé, la leçon de Balzac en mettant en exergue de son film cette phrase qui, à mon sens, dit tout. « Je pense, écrit Balzac, à tous ceux
qui doivent trouver en eux quelque chose après le désenchantement. Le désenchantement, c'est l'effet sur nous du déclin du père, dont le constat est au principe même de la comédie humaine. Ce qui reste, après la disparition du père, n'est plus que la pulsion, soit la volonté de jouir. Et c'est ce qui justifie que Balzac soit considéré comme l'inventeur du monde moderne, un monde dans lequel seule la passion donne le là. Il n'y a plus de loi, écrit Balzac dans Illusion perdue, il n'y a que des mœurs. Ce qui traduit dans nos catégories, mœurs traduit en lacanien, veut simplement dire mode de jouir. Bourré de volonté jusqu'à la gueule, pour reprendre les mots de Baudelaire à propos de Balzac, ces personnages ne diffèrent entre eux que par une seule façon, celle de savoir comment ils supportent ou pas la jouissance. Les deux pôles extrêmes étant soit d'en profiter de cette jouissance, soit d'en être dévorés. Le contraste le plus éclatant est entre Lucien de Rubempré, héros des Illusions perdues et de Splendeur et misère des courtisanes, et Rastignac. Le premier, Rubempré, est sans force contre la volupté, écrit Balzac, et il succombe. Il prend 1200 pages pour succomber, mais il succombe. Alors que le second, Rastignac, lance à la fin du Père Goriot devant Paris à ses pieds, à nous deux maintenant, et comme on sait, deviendra ministre. Oui, alors c'est très actuel, même s'il n'y avait pas de président à l'époque. Oui, Rastignac est devenu un nom commun, une manière de nom commun pour désigner l'ambitieux cynique. Et effectivement, on pourrait même se demander pourquoi un Zemmour a cru bon d'appeler sa maison d'édition Rubempré. Anticipe-t-il son propre échec? Mieux. L'aime-t-il? L'espère-t-il? Le film se centre, revenons à nos moutons, le film se centre sur la première et surtout la deuxième partie du roman, intitulée « Un grand homme de province à Paris », pour nous montrer par le menu ce qu'il advient de Lucien, blanc-bec romantique, perdu dans ses idéaux, lorsqu'il est jeté dans la forge parisienne. Il espère y vivre d'amour et de littérature, lui aussi. Mais ce sont les filles, le jeu, le journalisme, qui auront raison de lui. Ça ne pouvait arriver qu'à Paris. Pourquoi Paris? Oui. Parce que Paris est une fête, sans doute, mais parce que surtout, ce n'est qu'à Paris qu'on pouvait y faire ce qui est interdit ou impossible ailleurs en France à l'époque. Balzac qualifie d'ailleurs comiquement Paris, ça c'est du Balzac, de Belgique de la province. Puisque Bruxelles, à l'époque, était le paradis de l'édition pirate et le refuge d'opposants politiques. Lucien n'est pas tant un sujet. La notion de sujet divisé, chez Balzac, est futile. Il est simplement la marionnette de ses passions. À identifier ordinairement la femme comme un objet de jouissance, ça on sait bien que c'est commun. On ne dira pas que Lucien dévore les femmes, mais plutôt qu'il en est dévoré lui-même, au point d'en devenir une à son tour. La féminisation est d'ailleurs complète à la fin du roman qui va plus loin que le film, comme de juste, lorsqu'il devient l'objet sexuel de Carlos Herrera, alias Vautrin, figure du père aussi infernal que primitif, qui ne le sauvera que pour mieux le perdre dans Splendeur et misère des courtisanes. Alors dites-nous, Philippe, si les femmes résistent mieux à la pulsion que les hommes dans Balzac. Ah, les femmes, je n'y pensais pas. Où avais-je la tête? Mais certaines, oui. La princesse de Cadignan s'en sort bien. D'autres non, comme Coralie, de l'ami de Lucien, elle meurt avant lui, mais ça ne va pas fort. Tandis que d'autres pratiquent la dérobade, fût-ce par la mort. Madame de Morsauf, d'Ulysse dans la vallée, est ainsi mort sauvée. Notre Jacques-Alain Miller, la duchesse de Langeais, enfin, on peut continuer comme ça longtemps. Un écrivain est classique. Uniquement lorsque, plutôt, dit Lacan, il parvient à donner forme à nos sentiments. C'est assurément le cas de Balzac.
lequel va plus loin encore que d'être un classique, puisqu'il a un peu fait la même chose avec nous. Jacques-Alain Miller a intitulé l'un de nos colloques, ça ne s'invente pas, la psychanalyse au miroir de Balzac. C'est pas la psychanalyse qui révèle Balzac, c'est l'inverse. On pourrait conclure comme ceci, c'est que la littérature, la vraie, la grande, la seule, donne toujours quelque chose à la psychanalyse, toujours. Merci beaucoup Philippe pour cette Philippe. chronique qui nous incite à relire Balzac, aller au cinéma, mais aussi à relire nos classiques. Et on va repasser tout de suite à notre discussion avec le député Erwan Balanant et maître Valérie Piot. Oui, alors vous savez qu'il se dit que le phénomène que recouvre ce qu'on appelle maintenant le harcèlement scolaire existe depuis toujours. Et on sait très bien que le fait que quelque chose existe depuis toujours est un très mauvais argument, le plus mauvais argument peut-être pour ne rien faire. Mais enfin, nous sommes bien placés comme psychanalystes pour connaître, je dirais, la dimension agressive, fondamentale, structurale, et on pourrait même dire de façon un peu provocante, structurante, du rapport à l'autre, à son semblable, une dimension qui est encore plus à vif ou à nu dans l'enfance et l'adolescence, parce que peut-être elle n'est pas encore recouverte par des pratiques sociales acceptées. Alors, la question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce qu'il y a selon vous une ou des dimensions nouvelles à ce phénomène, et est-ce qu'il a évolué dans ses manifestations, par exemple ? Alors déjà, dans les phénomènes nouveaux, il y a le numérique et l'usage des réseaux sociaux. Parce que ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que même pour des enfants de primaire, de 7-8 ans, le fait que les enfants aient des téléphones si tôt, en fait, le harcèlement se passe au sein de l'école, et dans quasiment tous les cas que je vois, se passe aussi sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que l'enfant, en fait, se retrouve harcelé et à l'école, et 24 heures sur 24 chez lui pendant les vacances, pendant le week-end, etc. Et c'est ça, déjà cet aspect cyber malheureusement, qu'on retrouve dans quasiment tous les dossiers, en fait, accroît le harcèlement. Alors après, c'est vrai que c'est pas parce que quelque chose existe depuis longtemps, voilà, on peut citer aussi la pédophilie dans l'Église, qui pendant très longtemps n'était pas sanctionnée, voilà, au hasard. Donc non, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, pendant très longtemps, on considérait que l'école était un sanctuaire en dehors du droit. Ça souvent, on me le dit, ah oui, mais le droit à l'école. Et je redis et je dis que le droit, c'est une protection contre l'arbitraire. Et en fait, on a accepté peut-être des pratiques à une époque qui maintenant ne sont plus acceptables, parce qu'on considère que dans tous les domaines de la société, y compris à l'école, on doit pouvoir aller à l'école en étant en sécurité, et on ne doit pas aller à l'école en ayant la boule au ventre, de peur qu'on vous mette la tête dans les toilettes, ou que vous fassiez traiter par 40 gamins avec un clic de tous les noms. Et voilà. Donc, oui, Erwan Balanant, vous aviez quand même l'idée qu'il y avait des coordonnées nouvelles au harcèlement scolaire actuellement. Le phénomène, il existe effectivement depuis très longtemps. Il y a une prise de conscience de la société depuis une dizaine d'années. Ça fait sous l'époque de Luc Châtel, et au moment d'un rapport qui était le rapport de M. Debardieu, il y a eu une prise de conscience, et les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il y avait certainement des dysfonctionnements dans l'idée du climat scolaire, et la notion d'améliorer le climat scolaire est apparue à ce moment-là. C'est pas parce que, vous l'avez bien dit, c'est pas parce que c'est ancien qu'il faudrait rien faire. Et puis tout ça va dans un mouvement qui est aussi un mouvement de droit pour les enfants. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de texte jusqu'à maintenant, c'est sans doute parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de droit à une scolarité sans harcèlement et sans violence. Et Maître Piot l'a tout à l'heure signifié, c'est cette majorité qui l'a inscrit dans le Code de l'éducation au début du mandat sous mon initiative, et là on continue et on parachève un travail qu'on avait fait. Pour un enfant, connaître ses droits, je pense que c'est une façon, et peut-être que je vais dire une bêtise devant des psychanalystes qui ont certainement un avis plus précis là-dessus, mais je crois que c'est une manière de libérer la parole. Savoir que ces choses ne se font pas, avoir l'explication que c'est quelque chose qui n'est pas toléré par la société, je pense que c'est beaucoup plus simple pour un enfant déjà d'en avoir la compréhension et d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa parole à un référent adulte ou à un camarade.
Justement, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Balanant, et sur des questions qui, à mon avis, concernent au plus près Maître Piot, il y a cette question, parce que Yves parlait de toujours, là on vient de parler, ça existe depuis toujours, on vient de parler du cyberharcèlement, des réseaux sociaux, et finalement j'ai envie de poser la question de la temporalité. Qui me semble être... Là, vous parlez, par exemple, de la parole. Et justement, en psychanalyse, il y a effectivement un temps, le temps de la parole, qui est un temps que nous voulons faire valoir, on pourrait dire, contre l'immédiat, la temporalité de l'immédiat dans les réseaux sociaux. Et effectivement, ça, c'est... donc, vous nous tendez une perche, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, c'est le seul circuit, ce circuit de la parole, ce temps de la parole, qui permet éventuellement aux acteurs qui sont engagés donc, dans le harceleur, le harcelé, l'école, enfin, etc., de pouvoir exprimer ce qu'il en est pour eux de ce qui s'est passé, de cet événement, la valeur que ça a pour eux. Et c'est vrai que la loi, avec ce terme de harcèlement scolaire, bien le risque, je sais bien que c'est pas du tout ce que vous avez l'intention de promouvoir, mais le risque, ce serait qu'on se cache derrière ce signifiant-là et qu'on ne fasse pas entendre, effectivement, les spécificités de telle ou telle situation. Non, mais alors justement, parce qu'aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de protocoles, de programmes, de méthodes pour libérer la parole de l'enfant. Et elles fonctionnent plutôt bien. Et donc, elles sont importantes. Et c'est l'objet de l'article 1 de la loi. Hein. C'est donc sur la question de la prévention. C'est l'obligation pour les établissements de mettre en place ces protocoles. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Mais sur la temporalité et sur la spécificité de notre époque, et donc des réseaux sociaux et du numérique. Il faut bien voir que jusqu'à une époque avant les réseaux sociaux, quand vous étiez harcelé dans la cour de l'école, sur le trajet de l'école ou dans la cour de récréation, vous aviez un temps de répit qui était le temps du retour dans votre foyer, dans le cocon familial. Que le cocon familial soit écoutant ou pas, vous aviez un moment de répit. Aujourd'hui, ce répit n'existe plus avec les réseaux sociaux. Et l'enfant qui est harcelé à l'école par les réseaux sociaux et qui arrive chez lui, il est harcelé jusque dans l'intimité même parfois de sa chambre. S'il a le malheur de laisser son téléphone ouvert, il aura les notifications. Et s'il a la bonne idée de l'éteindre, il va se retrouver, en l'ouvrant le matin, toute une flopée de messages qui vont lui tomber dessus dès le matin. Et donc, la question moi, j'ai une conviction, c'est que chaque individu, quand il reçoit un coup physique ou coup moral, s'il a le temps de l'analyser et le temps de quelque part de reprendre ses esprits, il a cette possibilité de trouver une stratégie, d'en parler, voilà. Mais s'il est continuellement agressé, il n'a plus aucune solution. Et c'est une des spécificités importantes des réseaux sociaux. Donc, petite parenthèse, moi j'invite vraiment aussi les parents à prendre en compte cette question-là et de donner des temps de répit à leurs enfants et de ne pas hésiter à leur donner à l'enfant la possibilité de parler de ce qui peut arriver quand l'enfant est éventuellement harcelé. Mais quand vous êtes parent, vous pouvez aussi être parent d'un harceleur. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, parents, c'est un message, soyez aussi vigilants sur les utilisations qu'ont vos enfants de ces réseaux sociaux et ne les laissez pas faire ce qui est interdit dans la société et ce qui sera en partie interdit dans la loi. Et juste une petite incise très rapide sur le cas Mila que vous avez cité tout à l'heure. S'il y a eu des condamnations possibles pour Mila, dans la situation de Mila, c'est parce que justement, nous, législateurs, dans cette mandature, nous avions créé en 2018 la possibilité de sanctionner les raids numériques et de harcèlement en meute, qui n'existait pas avant, puisque le harcèlement, il fallait que l'auteur répète les faits. Et là, on peut avoir une seule personne qui fait une situation de harcèlement, mais en meute. Et voilà, donc vous voyez bien parfois l'utilité de la loi, même si on croit parfois que les choses existent déjà. Et en réalité, notre société évolue et la loi doit évoluer avec notre société.
Oui, et il y a la dimension d'amplification des réseaux sociaux. Le Camilla est vraiment exemplaire à cet égard, puisque ce qui était une affaire scolaire est devenu une affaire mondiale, quasi. Et puis il y avait aussi quand même, comme psychanalyste, on ne peut pas le manquer de le crocheter, une équivoque dans ce qu'on appelle la libération de la parole, parce qu'évidemment, il y a le côté libération de la parole. On peut enfin se plaindre de ce dont on est victime, mais on a une autre version de libération de la parole sur les réseaux sociaux qui est son versant plus c'est ça, une mortifère. Banalisation. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Non, je pense pas. Malheureusement, vous reviendrez une autre fois. Merci infiniment à tous les deux de vous être rendus si disponibles donc, pour nous expliquer votre approche à chacun du harcèlement scolaire. Donc juste un tout petit point en guise de conclusion sur cette question de la temporalité qui est très intéressante parce que vous aviez aussi dans nos discussions parlé du temps judiciaire qui est très long. Donc je voulais conclure donc ce passage, ce moment avec une citation de Christine Angot, l'écrivaine Christine Angot qui avait été invitée par l'ECF à une manifestation en 2015 autour de la question du traumatisme et elle ne s'exprimait évidemment pas sur la question du harcèlement scolaire mais à propos de l'inceste, qui, comme le harcèlement scolaire, ne fait pas non plus lui-même l'objet d'une infraction spécifique. Et justement, elle soulignait pour elle ce temps subjectif de l'écriture, c'est-à-dire à côté de la réponse de la société, le temps subjectif de l'écriture, et pour dire justement l'événement au plus juste, ce qui lui était arrivé. Et alors évidemment, avec son style inimitable, elle disait la chose suivante: « Je ne supporte pas qu'une société prétende se mettre à la place d'un silence individuel. » Voilà. Donc nous allons maintenant passer à la rubrique suivante, l'actualité de la psychanalyse avec notre collègue Jean-François Cotte, qui a choisi pour son intervention un très joli titre, « Les psychologues à la croisée des chemins ». Bonjour Jean-François Cotte, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et vous exercez à Clermont-Ferrand. Mais vous êtes aussi psychologue et à ce double titre, pour notre rubrique Actualité de la psychanalyse, vous avez décidé de nous parler à Studio Lacan de ce que vous appelez, comme France le disait, la croisée des chemins où se trouvent les psychologues. Alors, quelle est donc cette actualité visiblement brûlante et donc décisive les concernant ? Bonjour et merci de l'invitation. Oui, en effet, l'année 2021 a été marquée dans le champ psy par les actions des psychologues et de leurs organisations. Ça a été massif, des journées de grève nationale, des rassemblements comme on n'avait jamais vu. Et ça fait un petit séisme dans le champ psy. On s'est demandé ce qui se passait. Ça a été vraiment une surprise. Alors, sur quoi portait-elle au juste cette mobilisation, justement, en 2021 ? Elle portait sur plusieurs aspects. D'abord, globalement, sur l'attaque, la remise en cause et même des attaques sur l'autonomie professionnelle des psychologues. Et en particulier sur deux points. Alors, d'abord, le refus du côté des psychologues de la paramédicalisation. Voilà, il y a une tendance qui va contre ce que la loi, d'ailleurs, de 1985, qui a institué cette profession, avait mis en place, c'est-à-dire cette autonomie professionnelle qui se marque en particulier par leur capacité à recevoir en première intention les demandes, à concevoir et mettre en œuvre les méthodes de leur choix. Et ça, c'est finalement cette paramédicalisation, ça consiste à faire passer par un filtre médical
ou par un filtre administratif les demandes. Les psychologues sont très attachés finalement à l'accès direct des patients sans passer par un filtre quelconque. Et alors sur ce point, en 2021, que s'est-il passé ? On a vu apparaître d'ailleurs à l'occasion, y compris de discours du président, sans qu'on en sache plus, l'annonce de toute une série de dispositifs qui ont été mis en place et qui aboutissent à cette paramédicalisation et en faisant passer ça par le remboursement des séances. Donc d'un côté, on donne le remboursement des séances et de notre côté, il faut passer par cette paramédicalisation avec... Pardon ? In coda venenum. Oui, in coda venenum, exactement. Donc, prescription par un médecin, compte rendu à un médecin, ça, c'est un casus belli pour les psychologues. Enfin, je veux dire, pour la très grande majorité des psychologues. Et bien sûr, la pandémie du Covid a révélé de nombreuses demandes qui ne sont pas du tout satisfaites. Et vous savez qu'il y a des délais d'attente très longs, qui peuvent aller jusqu'à une année dans les établissements psychiatriques. Donc l'idée est venue de faire appel aux libéraux, mais en leur demandant de rentrer dans ce champ de la paramédicalisation. Et puis aussi, ce qui a provoqué cette colère, c'est que, et ce boycott, puisque ces dispositifs sont boycottés par les psychologues, c'est finalement que le modèle économique lui-même n'est pas viable. Voilà. Alors vous disiez que ces mouvements portaient sur l'instrumentalisation des pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est ça. Deuxième élément, deuxième attaque. Paramédicalisation d'un côté, instrumentalisation des pratiques. Finalement, c'est la mise en place d'un contrôle, non pas de la prescription, mais de la mise en œuvre par les autorités administratives, les agences régionales de santé, qui va contrôler le contenu des psychothérapies. Voilà, on revient à des choses dont on avait parlé il y a 20 ans et qui nous avaient fort mobilisés. Et par exemple, alors là, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, ou l'étincelle qui a mis feu aux poudres. C'est un arrêté ministériel du 10 mars qui mettait en place une plateforme pilotée par les ARS qui agréait des psychologues qui devaient montrer patte blanche, être supervisés quant au contenu et aux résultats des prises en charge. Et c'est pour des enfants, des adolescents relevant de ce qu'on appelle cette nomination qui vient du DSM-5 et qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux. Alors c'est un vaste fourre-tout très hétéroclite qui va de l'autisme aux troubles de la conduite alimentaire en passant par de vrais troubles neurologiques. Enfin, voilà. Donc, oui, c'est tout le champ de la pédopsychiatrie qu'on vire dans le champ de la neuropédiatrie. C'est ça, c'est l'opération neuro, c'est ça. Et les psychologues sont censés être la cheville ouvrière de ces... voilà. Oui, donc casus belli, parce qu'il y a d'un côté une atteinte au secret, en quelque sorte, oui. On pourrait dire, entre guillemets, de la confession psychologique, de ce qui se dit dans le cabinet. Et qui, la confidentialité, oui. La confidentialité, et qui concerne souvent des choses très... privé, voire très difficile à se dire à soi-même, et donc une intervention majeure dans les techniques psychologiques même, c'est que c'est une insertion de l'État au fond dans les pratiques. Par exemple, le deuxième volet de cet arrêté, c'était de publier une liste close des thérapies et des psychothérapies qui devaient être utilisées, en fait, de techniques, de méthodes qui sont essentiellement comportementales ou cognitives. Et donc, c'est une façon d'imposer ces thérapies qui ont un certain succès, mais qui n'arrivent pas encore à rencontrer vraiment le goût du public. Donc, on force la main. Voilà. Oui, d'ailleurs, en mai dernier, l'école de la cause freudienne a organisé sur ce sujet un forum. Absolument, et j'ai eu l'honneur d'y participer d'ailleurs. Très beau forum qui a d'ailleurs connecté, on a été surpris, il y a plus de 10 000 personnes qui sont connectées sur le moment. Et alors la surprise, pour moi, elle était très grande, parce que je connais assez bien ces organisations de psychologues, puisque je les ai côtoyés au moment de l'amendement Accoyer, où nous étions mobilisés. Aussi. Eh bien, ils étaient là.
à l'invitation de l'école de la cause freudienne, à ce forum qui s'appelait « Arrêtons l'arrêté », très beau titre. Et le syndicat national des psychologues qui est en pointe, très actif, très déterminé, et même la très modérée, pourtant, Fédération française de psychologues et de psychologie. Alors, on comprend bien l'enjeu pour, justement, c'est le syndicat national des psychologues, etc. Mais pourquoi, d'après vous, l'école de la cause freudienne a-t-elle choisi d'organiser un tel événement? Oui, qu'est-ce que ça fait dans une rubrique d'actualité de la psychanalyse, finalement? C'est ça. Voilà. Bien sûr, ça concerne les psychologues, mais ça concerne, au-delà, toutes les pratiques de parole, c'est-à-dire y compris la psychanalyse. Par exemple, l'école de la cause freudienne s'est mobilisée à l'automne dans un débat public qui passait par le débat parlementaire sur la mise en place, sur le vote d'une loi interdisant, et à juste raison, et même pénalisant les thérapies de conversion pour les gays et les transgenres. Mais in cauda venenum, des dispositions étaient assez équivoques sur le fait que jusqu'où pourrait-on aller ou ne pas aller dans le dialogue qu'on pourrait avoir avec ses enfants. Comment ça? C'est-à-dire, il s'agissait de prescrire les propos qu'on pouvait tenir, le type de questions qu'on pouvait poser. C'est-à-dire qu'on arrive sur cette question écoute et interprétation, finalement. On veut bien que nous servions d'écoutants, mais pas d'interprète. Plus précisément, on nous dit ce qu'il faut répondre. C'est ça. Et donc, ça, il y a vraiment un attachement à cette question de l'interprétation, il me semble, qui se manifeste là. Et ça concerne tout autant les psychologues que la psychanalyse. Et puis, un dernier point là-dessus, brièvement, c'est que cette profession de psychologue en France, elle a une histoire qui est intimement liée, qui est très étroitement liée plutôt, mais même intimement, oui, à l'histoire de la psychanalyse en France. Et en particulier à l'enseignement de Lacan et à ses initiatives institutionnelles. Il faut se souvenir, enfin, on l'a lu dans les textes, que la scission de 1953 a porté sur la question de l'analyse laïque, c'est-à-dire la psychanalyse, l'exercice de la psychanalyse, la formation ouverte aux non-médecins. Et toutes les initiatives de Lacan qu'il a prises ensuite, que ce soit son école, le cartel, la PAS, sont allées dans ce sens de l'analyse laïque. Et ça a inspiré des praticiens qui s'y sont reconnus, qui ont gagné d'ailleurs leur autonomie aussi, à partir de la façon dont cet enseignement reste encore très rayonnant en France. Il a une grande puissance et ça... malgré la réforme de l'université qui a vraiment été totalement passée au neuro et au comportementalo-cognitif, toute cette approche-là, il reste quand même dans la profession un attachement à son point de départ. Et il me semble que ce qui se passe là est de l'ordre de réactualiser, et donc il y a un enjeu. Voilà. Bon. Finalement, on pourrait dire que Lacan dit beaucoup de choses sur le psychologue. Oui. Et en même temps, vous entendre, vous transmettez qu'il y a comme une dimension symptomatique à cette profession. Oui, absolument, j'ai écrit ça. Je l'ai même dit il y a 20 ans presque pour la journée que le SNP avait organisée sur les 20 ans du titre. Il m'avait invité à l'époque. J'avais appelé ça psychologue profession symptôme. Ce rapport aux symptômes, il faut le garder. Il ne faut pas vouloir le résoudre. Cette tension qui est là, entre bien sûr une inscription dans un fonctionnement institutionnel, le passage par l'université, un certain rapport au discours du maître, mais de notre côté, ce rapport au plus singulier dans la pratique, à faire apparaître ce qui subvertit ces discours. Et j'ai lu encore ce matin, en venant pour parler avec vous, la magnifique conférence de Canguilhem qui s'appelle « Qu'est-ce que la psychologie ?» J'espère que les étudiants la lisent encore. Il dit, quand vous sortez de la Sorbonne,
pas par la place de la Sorbonne, mais par la rue Saint-Jacques, soit vous pouvez aller en montant ou en descendant. Si vous allez en montant, vous vous rapprochez du Panthéon, et si vous allez en descendant, vous allez vers la préfecture de police. Donc la croisée des chemins est là. Voilà. C'est vrai que ça demande plus d'efforts, mais ça met dans un rapport quand même plus direct, plus franc, plus vivant au désir. Oui, on essaye de remonter à contre-pente. Ça concerne la psychanalyse parce qu'on pourrait dire que toutes les pratiques de parole sont des filles de la psychanalyse. Oui, en quelque sorte. Absolument. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-François Cotte. Notre émission touche à sa fin, donc. Merci de l'avoir suivi. Je m'adresse à nos auditeurs, téléspectateurs. Et notre prochaine édition de Studio Lacan sera diffusée le 5 mars. Donc au revoir Yves, au revoir Jean-François et au revoir tout le monde. Au revoir.